Un doublé français historique pour la France sur le biathlon. Julia Simon première, Lou Jean Monod deuxième. C'était complètement dingue ce qu'on a vécu ce matin à Cortina d'Ampezzo. Encore une belle journée pour les Français avec 3 médailles aujourd'hui. Perrine Lafont, médaillée de bronze. Lou Jean Monod, médaillée d'argent. Et Julia Simon, vainqueur de l'individuel chez les femmes. Bonjour Elias. Bonjour Arthur, incroyable cette journée. Vraiment, c'était dingue là, à 14h15 devant la télé. On attendait le départ des deux Françaises. Il y a même Claudia Beneb, il me semble, qui a quand même fait une assez bonne performance. Mais Lou Jean Monod et Julia Simon, elles nous ont régalé. Elles ont réussi à avoir la glace tout simplement dans le sang sur les tirs pour Julia Simon et Lou Jean Monod sur les skis. On sait qu'elle est ultra forte, donc on est super fiers de ces deux médailles. Vraiment, en biathlon, c'est là on va faire toute la razzia côté français. Je sais pas ce que tu en as pensé, Arthur, de cette course, mais vraiment, j'ai trouvé les Françaises, malgré Jean Monod, malgré un 18 sur 20 au tir, voilà, sur les skis, on sait qu'elle est très forte. Et derrière, bah, Julia Simon, elle nous a bluffé de son talent pour le coup, pour aller chercher cette médaille d'or, l'or olympique. Sa deuxième médaille, du coup, de ces Jeux olympiques, avec deuxième médaille d'or. Pareil pour Jean Monod qui prend l'argent et l'or en équipe. Donc je sais pas ce que tu en as pensé, mais c'est super pour les Français. C'est une belle journée. En plus avec la médaille de comment... Ah, j'ai plus son Perrine nom. Lafont. Euh, Perrine Lafont sur le ski de boss. Donc je sais pas ce que tu en as pensé ces journées, mais une super journée pour le sport d'hiver féminin. Bah c'est vrai Elias, t'as complètement raison. On pouvait s'y attendre après la performance des Françaises durant le relais mixte à se doubler et elles ont vraiment été parfaites. Enfin 19 sur 20 pour Julia Simon, 18 sur 20 pour Jean Monod, mais des belles performances au ski. On a eu peur à un moment de l'Allemande Franziska Preuss, mais qui au final, la pression, elle est tombée face à la pression, elle a fait 2 fautes sur le dernier tir. Donc on est très content pour les Français après la déception entre guillemets d'Eric Perrault qui était leader au général et qui a accroché l'argent en individuel. On aurait pourquoi pas espéré l'or, mais il a fait une faute et a fait un 19 sur 20, ce qu'il a placé en retrait par rapport à Johan Olav Botten. Donc très content pour les Français, surtout que là, on tourne ce podcast à, juste avant, là, 20 minutes avant le patinage artistique, où on aura Guillaume Cizeron qui sera en lice pour aller chercher la médaille d'or. Et on espère une quatrième médaille pour les Français, une troisième médaille d'or dans ces Jeux. Et bah écoute, Elias, ce serait parfait. Toi qui as suivi hier le patinage artistique individuel, tu m'as parlé d'un un patineur américain impressionnant, Ilya Malinin. Est-ce que tu penses que c'est du tout droit pour lui pour l'or dans les prochains jours? Ah, clairement, sa réputation n'est plus à faire. Je suis pas énormément jeu d'hiver, mais alors là, quand c'est le patinage artistique, moi, ça m'époustoufle. Et ce jeune, je connaissais pas forcément son nom. Grosse erreur de ma part d'ailleurs. Gros manque de culture parce que il m'a simplement bluffé hier sur l'individuel, sur le programme cours individuel. Le mec, il sort des sauts, mais de nulle part. Il a même sorti le salto. On sait qu'il rapporte pas de points, mais que voilà, il essaye d'être démocratisé de plus en plus cette figure. Et ouais, il a tout simplement été magique hier, Ilya Malinin. Mais aussi, j'aimerais revenir sur la très bonne performance parce que Adam Siaoimfa, il a fini troisième et il a fait le programme de sa vie vraiment hier. Il a été gigantesque. Il a fini troisième, donc derrière le japonais et derrière Ilya Malinin qui est premier. Donc il me semble que c'est demain ou après-demain que derrière ils ont le programme libre où tout va se jouer. Donc on espère vraiment une médaille pour Adam qui a skip le championnat d'Europe pour vraiment se concentrer totalement sur les JO. Et on voit que ça a payé hier, ça a fait hyper plaisir. J'étais dans la télé avec ma mère, on était vraiment bluffés par sa performance et par la performance des patineurs en général. Donc ça fait extrêmement plaisir pour la France, une chance de médaille en plus. Et puis voilà, Ilya Malinin, je pense que c'est du tout droit. Il va aller vers l'or comme sur l'épreuve par équipe où voilà, il a été tout simplement énorme. C'est vraiment le prodige de ces 10 prochaines années, et de maintenant et du futur. Donc ouais, c'est simplement super. Moi, c'est un sport que j'aime énormément regarder. C'est vrai qu'il est très technique,
mais voilà, on se régale devant ce sport. Voilà, Arthur, c'était vraiment super cool à suivre hier, donc on s'est régalé. Bah écoute, merci Elias pour cet avis sur le patinage artistique. On a quand même une déception aujourd'hui pour les Français. C'est Nils Allègre qui a 3 centièmes de la médaille en Super G. Il termine à la quatrième place derrière des gros noms comme Marco Odermatt, comme Franz Von Allmen. Donc c'est une déception pour Nils Allègre qui était venu spécialement pour ce Super G. C'est quand même un skieur qui a souvent des places d'honneur. Il est très souvent à quelques centièmes du podium et on l'a vu encore aujourd'hui. Ça, c'était pas loin, mais on l'a vu en conférence de presse. Il était très très triste de sa performance. Et en fait, lui, ce qu'il voulait, c'était la médaille. C'est la quatrième place, la place du con finalement, comme on dit souvent. Et là, elle a été pour lui cette fois. Donc il y a une descente où il a été un peu décevant. Enfin, une septième place quand même qu'il a accroché. Là, on espérait une médaille française en Super G. Mais au final, le champion du monde, Marco Odermatt, a eu raison de lui et a accroché le podium pour seulement 3 centièmes. Donc un peu décevant. Mais en tout cas, on est quand même fiers de notre Français Nils Allègre. Dans les prochains jours, on aura toujours le biathlon. On espère une razzia française, comme tu l'as dit, avec pourquoi pas Eric Perrault qui pourra aller chercher l'or, Lou Jean Monod, pourquoi pas l'or, ou Julia Simon, un doublé, ce serait exceptionnel. Donc on suivra, comme d'habitude, ces jeux chaque semaine et on vous couvrira toute cette épreuve. Là, on va parler, Elias, de la NBA. Ça fait longtemps qu'on n'en a pas parlé. Ça doit faire 2 mois maintenant, Elias. Et écoute, j'aimerais avoir ton avis, toi, spécialiste NBA, sur la course MVP. Hier, après le match Spurs-Lakers, où Wembanyama était énorme, 40 points en 26 minutes, 37 points à la mi-temps, c'était exceptionnel. Même si la défense des Lakers, je sais pas si tu voudras en parler, mais c'était un peu scandaleux. Il faisait ce qu'il veut en première mi-temps. Et JJ Redick a déclaré qu'il était top 3 joueur MVP, tout joueur de la NBA et qu'en fait son impact il n'était pas uniquement à voir avec les stats, c'était vraiment dans le jeu. On sentait son impact quand il est là ou quand il est pas là. Et Robert Horry, ancien joueur des Spurs, lui a dit qu'il était même pas top 5 MVP. Donc j'aimerais avoir ton avis toi sur le MVP et sur Wembanyama cette saison. Bah écoute, dans cette course au MVP, c'est clair que pour le coup, Wembanyama, un peu difficile de le classer top 3 derrière bah, les trois monstres que sont Jokic, Shea et Doncic, peu importe l'ordre, parce que pour moi, honnêtement, c'est les trois voilà, qui font figure de favoris. Voilà, c'est vraiment une course à trois. Mais Wemby, déjà, pour une troisième saison en NBA, voilà, il montre qu'il est là. Et je suis totalement d'accord avec JJ Redick. Son impact ne se mesure pas à ses stats. Et en fait, c'est pour ça qu'il faut regarder ces matchs. Quand je regarde les joueurs qui veulent aller pénétrer dans la raquette, ben, avec et sans Wemby, c'est pas du tout pareil. On le voit directement. Dès qu'il sort du terrain, on voit beaucoup plus les équipes rentrer de plus en plus dans la peinture, dans la raquette et aller se créer des tirs faciles. Alors que quand il y a Wemby, même s'il y a les 3 secondes dans la raquette en NBA, on sait que c'est pas le cas pour le basket international. Voilà, Wemby, il dissuade, vraiment, c'est flagrant, c'est flagrant, mais ça se mesure pas par les stats et il a totalement raison. Et pour le coup, sa tech de top 3 joueurs, je pense qu'il est dans un top 5. Pour le coup, là, Robert Horry, il abuse un peu de dire qu'il n'est pas top 5. Pour moi, il est clairement top 5 établi. Pour moi, il n'y a même pas de débat là-dessus. Voilà, il est peut-être quatrième juste derrière Jokic, Shea et Doncic. Mais c'est clair que là, vraiment, les Spurs, ils font une saison mais monumentale. L'année dernière, on rappelle qu'ils ont fini 13e, même si avec des circonstances où voilà, ils ont eu des blessés, etc. Et là, ils chassent les Spurs en fait pour cette première place. Et en fait, on n'attendait pas forcément cette course à la première place à l'Ouest, tant le Thunder en fait faisait figure d'énormes favoris. Et là, ils ont quand même une baisse de régime. On va en parler après. Donc, voilà, c'est vraiment pour moi des takes qui ne sont pas juste pile juste, mais qui s'inscrivent dans le fait de dire que bah, Wemby, clairement, il fait partie des 5 meilleurs joueurs du monde. Par contre, la take de Robert Horry, moi, je l'écarte totalement. Je me désolidarise puisque moi, ma take, c'est pas vraiment une take. Pour moi, ça devrait être vraiment, ça devrait aller de soi que Wemby est top 5 joueur NBA. Et voilà, donc c'est établi. Je sais pas ce que tu en penses, Arthur. Je pense qu'on est plutôt d'accord sur ce point-là. Toi qui es un grand fan des Spurs, bien évidemment de la Ligue. Bah écoute Elias, moi je serais un peu
peut-être que je serais dans l'exagération, mais j'irai encore plus loin que toi. En fait, si on mesure le niveau d'un joueur NBA à l'alliance entre l'attaque et la défense, finalement, je vois pas un joueur NBA qui serait meilleur que Wemby. Offensivement, c'est vrai que c'est pas du tout le meilleur. On sait qu'il est à 24 points. Il y a des joueurs comme Doncic qui tournent à 35 points de moyenne. Même dans la passe, les joueurs comme Jokic sont bien meilleurs que lui. Mais en fait, parce que c'est clairement le meilleur défenseur du monde, ça quand même, on va pas le nier. Sa force de dissuasion, elle est énorme. Et en fait, si on regarde comment son impact sur le terrain, je pense que franchement, ça pourrait être considéré comme le meilleur joueur NBA. Après, c'est pas du tout le MVP cette saison, parce que quand même, on a Jokic qui est en triple-double de moyenne. Enfin, là, on parlera après de nos top MVP, mais pour moi, c'est un scandale s'il fait 2 saisons d'affilée en triple-double de moyenne et qu'il n'a pas un MVP en poche. Euh, on a Doncic qui est tout seul à porter l'équipe des Lakers, mais par contre lui, si on prend le côté défensif, c'est une catastrophe. Et Shai, Shai qui est bon défensivement, c'est quand même un gros joueur défensif. Et offensivement, on n'en parle même pas. La série de 20 points, de plus de 20 points d'affilée, elle est exceptionnelle. Donc moi j'irai encore plus loin que JJ Redick. En tout cas, je pense qu'à terme, il va engranger de nombreux MVP. Mais si on définit le niveau d'un joueur, on enlève les stats, on regarde juste les matchs, je pense que n'importe quel joueur préférera avoir un joueur comme Wemby qu'un joueur comme Shai, Jokic ou Luka Doncic, parce que c'est celui qui va t'amener le plus de victoires, je pense, et qui va t'amener le plus loin. En tout cas, Elias, tu nous as pas donné ton top 3 MVP, j'aimerais bien avoir ton top 3 MVP. Toi, c'est classique, Shai, Luka, Jokic. Ouais, ouais, je pense qu'on peut. En fait, c'est difficile de bouger un des trois. En fait, c'est vraiment pour le coup, je vois pas qui peut rentrer à la table de ces trois. La table, voilà, elle est réservée, voilà, elle est bookée. C'est vraiment eux, les trois qui font le classement. Après, de là, les classer, je mettrais quand même Shea premier par rapport au bilan collectif. Derrière, je mets Jokic, derrière, je mets Luka. Et je me base aussi sur le bilan collectif, pour moi, qui est quand même très, très important. Parce que voilà, Shea, il porte une équipe qui est première. Jokic, on sait qu'il a eu des blessures, mais il porte une équipe qui est voilà, dans le top 5. Pareil pour Luka qui est top 6. Donc Wemby juste derrière. Wemby juste derrière par rapport à un peu moindre impact des stats. Mais s'il avait exactement les mêmes stats, il aurait même pu être premier. Ça, c'est indéniable. Donc, et je suis plutôt d'accord avec toi, même si bon, pour moi, Jokic, quand même, si tu l'as dans ton équipe, je pense que tu es plutôt bien. Donc voilà. Et puis on voulait revenir aussi sur un point, voilà, pour te relancer, Arthur. C'est voilà, on est quasiment au All-Star Break là, ça arrive ce week-end. Et ça fait longtemps qu'on n'a pas fait un petit point sur nos top et nos flop équipes pour l'instant de la saison, parce que la saison a bien avancé et on y voit un peu plus clair dans les classements, même sur la dynamique des équipes. Et j'aimerais à part avoir tes top équipes à l'Ouest par exemple, ou même en fait juste fais ton classement des tops, peu importe la conférence. Et on dira aussi nos flops dans un second temps, parce qu'il se passe quand même des choses intéressantes, il y a des belles surprises et il y a des très très belles équipes. Bah écoute Elias, après moi, je veux pas rabâcher non plus tout le temps les Spurs, mais quand même le gros top de la conférence Ouest, c'est quand même les San Antonio Spurs. Comme tu l'as dit, 13e l'année dernière, là ils sont deuxième, ils sont à que seulement 3 wins d'OKC, donc attention OKC. Et je trouve qu'il y a vraiment eu un déclic cette saison, c'est-à-dire que on n'a pas changé grand-chose dans l'équipe en soi, parce qu'on a juste ajouté Luke Cornet et on a eu Dylan Harper avec la draft, mais on a l'impression que c'est de nouveaux joueurs, ils sont revigorés. On a un Stephen Castle qui a un niveau, c'est exceptionnel. Il a fait un 40-12-12 l'autre jour. D'Aaron Fox qui est en patron dans le Money Time. À chaque fois, il nous apporte des victoires. Dylan Harper, un des meilleurs rookies de cette saison. Je pense que c'est celui qui va avoir la deuxième meilleure carrière derrière Cooper Flag. Cooper Flag exceptionnel. Et tu me diras ce que tu en penses, Elias. Et après, on a Victor Wembanyama comme ça en chef de file qui amène tout le monde avec lui. Et on sent vraiment la différence. Il y a beaucoup de gens qui disaient oui, ils sont meilleurs sans Wemby. Au final, si on regarde vraiment les matchs, on peut pas dire ça. Les Spurs sont bien meilleurs avec lui. On l'a vu hier contre les Lakers où c'était un festival offensif. Et au final, là, on a des Spurs qui sont deuxième. Il y a beaucoup de gens qui parlent d'eux en finale de conf. Moi, j'espère les voir en finale de conf. Pourquoi pas face à OKC.
Ils sont en 4-1 face à OKC cette saison, donc exceptionnel de battre à ce point-là le Thunder. Donc pourquoi pas, si ils sont en finale de conf contre OKC, ils pourraient potentiellement vaincre le Thunder. Après, l'objectif, c'est pas non plus le titre cette saison. Là, c'était vraiment les playoffs. On va se calmer. Et là, on va d'abord se qualifier tranquille top 6. On va essayer de passer le premier tour et après on verra. Mais d'abord, les Spurs, c'est quand même une équipe très jeune, donc on va prendre le temps avec eux. Et là, objectif playoff, objectif passer le premier tour. Et l'année prochaine, on pourra vraiment viser le titre à fond, à fond, à fond. Et voilà, après niveau flop, moi, conférence Ouest, moi j'ai vraiment, mon flop c'est vraiment les Kings. J'ai l'impression que ce projet ne va nulle part. Ils sont derniers de la NBA en bilan, derniers de la conférence Ouest. Ils ont perdu contre les Pels cette semaine, c'est catastrophique. La seule lumière dans cette obscurité, c'est Maxime Reynaud, le rookie français pris au second tour de la draft, qui est vraiment bon, qui est très très bon au rebond et qui apporte vraiment quelque chose en doublure de Sabonis. Mais sinon, avec les joueurs qu'ils ont, les Kings, c'est catastrophique d'avoir ce bilan et d'être à côté d'équipes comme ça. Ils ont DeRozan, ils ont Zach LaVine. Comment tu peux te retrouver avec le même bilan que Indiana ou Brooklyn? Enfin, je trouve ça complètement délirant d'être à ce niveau-là. Au final, là, ils ont fait énormément de trades pour la retomber dans la position historique des Kings, c'est-à-dire dans le ventre mou, à jamais se qualifier en playoff. Et là, je vois pas comment ils pourraient sortir de cette situation. Là, je crois qu'ils ont 13 victoires sur la saison, avec des joueurs qui sont en contrat max comme DeRozan. Je trouve ça pas possible. Je sais pas ce que t'en penses, Elias. Après, tu pourras nous donner tes top et flop. Mais moi, les Kings, je ne sais pas où ça va. À l'ouest, ça c'était mes top et flop à l'ouest. Ouais, bah, je suis totalement d'accord avec toi sur les Spurs déjà, voilà, qui font une très 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 belle saison des Spurs, voilà. Et en fait, ce qui sera bien, c'est que voilà, ce sera la première expérience de Wemby en playoff et on attend vraiment de voir ça. Pas se précipiter, pas mettre la charrue avant les bœufs pour notre Français, voilà, s'il va vivre sa première expérience playoff, on sait que c'est un différent basket, c'est différent de la NBA de la saison régulière. Et pour revenir sur les Kings, voilà, Maxime Reynaud, c'est la lueur d'espoir. Il a fait un match en 21-19 exceptionnel. Voilà, c'est sa meilleure marque au rebond et de très très loin d'ailleurs. Donc ça nous fait extrêmement plaisir de le voir performer, mais il performe dans un environnement où ça ne gagne pas en fait. Ça nous rappelle un peu Alex Sarr et Bilal Koulibaly au Wizard. Et on espère d'ailleurs que ça va changer pour eux avec les trades qui ont eu lieu. Mais ouais, c'est clair que les Kings là, c'est n'importe quoi. Ils ont même pas bougé à la trade deadline. Enfin, ils ont perdu Keon Ellis, qui était quand même un solide défenseur. Voilà. Donc, voilà, choix bizarre, franchise bizarre de toute façon. Et moi, je vais te donner mon top, mais pas forcément par conférence. Là, c'est vraiment un top qui m'a surpris. Là, je surfe sur la vague, je suis dans la culture de l'instant et je l'assume totalement. C'est les Hornets. Voilà, les Hornets, ils me font kiffer. Cette équipe me fait kiffer. Je sais pas, elle dégage un truc. Je connais un pote à moi qui est supporter des Hornets. Voilà, j'empathise avec lui sur les dernières saisons. Et puis là, bah, je peux que me ravir pour cette équipe qui nous impressionne, même si, dernier match contre les Pistons, ils ont pu jouer à la boxe. Ils étaient plus sur un ring de boxe que sur le terrain de basket. Mais c'est vraiment une superbe équipe avec, pour moi, quand même, tu disais Dylan Harper, deuxième meilleure carrière derrière Cooper Flag. On va se calmer parce qu'il y a un rookie, je sais pas si tu connais, Konkenupel. Voilà, il est quand même exceptionnel, Konkenupel, le shooter des Hornets. Et en plus, Lamelo qui est dans un rôle un peu moins croqueur, un peu moins scoreur. Parce que t'en penses avec Miles Bridges, toutes les histoires qu'on connaît, il fait le taf. Puis Moussa Diabaté, notre Français, qui est vraiment énorme, qui s'est fait une place en tant que titulaire indiscutable. Il est imbougeable dans cette équipe, il est tellement important, que ce soit au rebond et puis même dans les hustle plays, dans la combativité, dans le combat. Voilà, il refuse jamais d'aller au grabuge en défense. En attaque, il est toujours bien placé, toujours bien pour ses coéquipiers. Et c'est vraiment une équipe kiffante à voir jouer. Là, ils sont dans une très belle dynamique. Ils sont en 9-1 sur les 10 derniers matchs. Ils ont perdu rien qu'hier contre les Pistons. Donc moi, cette équipe des Hornets me fait extrêmement kiffer. Et j'espère les voir en playoff. Ce serait vraiment une énorme surprise. Mais ce serait totalement mérité au vu de ce qu'ils dégagent dans cette deuxième partie de saison.
Bah écoute, je suis totalement d'accord avec toi sur les Hornets. C'est vrai qu'en ce moment, Lamelo, le joueur fantasque, il amène vraiment quelque chose et voir les Hornets, c'est kiffant comme tu l'as dit. Après, pour revenir sur Con Knuppel, c'est vrai que je pense que c'est le deuxième meilleur joueur là, de cette saison, le deuxième meilleur rookie, clairement. Mais c'était pas mon propos. C'est que, euh, c'est que en fait, si on regarde déjà, il a beaucoup plus de minutes que Dylan Harper. Et moi, pour moi, quand je vois les jeux des deux différents joueurs, je vois un Dylan Harper est très bon en pénétration, qui arrive à avoir un impact physique sur le jeu, et je le vois plus en franchise player, alors que Knoupal, je vois plus en lieutenant, tu vois. Enfin, je sais pas si tu vois ce que je veux dire, je vois plus en Jamal Murray plus. Enfin, limite mieux que Jamal Murray avec Jokic, mais je ne le vois pas amener une équipe tout seul vers le titre NBA. Après, moi, à l'Est, toi, je sais pas si t'as des flops, mais j'aimerais qu'on parle ensemble de Milwaukee. Pour moi, c'est à peu près la même chose que les Kings, mais avec plus de victoires, un tout petit peu plus. Ils sont 12e de l'Est. Quand on connaît l'effectif de Milwaukee, c'est un scandale. On a un Miles Turner qui a été pris à la free agency et qui est exécrable, qui n'apporte rien, alors que l'année dernière en playoff avec les Pacers, il était extraordinaire. Et là, au final, les Bucks, bah, ça va nulle part. Ils sont portés par un joueur qu'on connaissait pas la saison dernière, Ryan Rollins. Le mec, il sort de nulle part et là, il porte à bout de bras Milwaukee. Yanis, on ne sait pas ce qui se passe. Le mec, il est blessé. Là, à la trade deadline, tout le monde dit qu'il va partir. Au final, oui, les Bucks disent non, il veut rester, je sais pas quoi. Là, ça va nulle part. Yanis, je sais même pas pourquoi il est pas déjà parti. Comment tu vas aller chercher un titre ou une grosse performance en playoff avec un effectif comme ça? Là, il y a rien qui va à Milwaukee. Et je pense il faut une reconstruction, il faut un rebuild, il faut aller reprendre des pics de draft, pour se relancer, aller chercher un nouveau franchise player. Les Bucks, ils ont pris un titre, c'est bon, c'est très bien comme ça. Là, Yanis, il faut qu'il s'en aille, il faut qu'il aille à la plage à Miami, je sais pas, mais il faut qu'il change, il faut qu'il parte du Wisconsin et de cette température morose. Enfin, il n'y a rien qui va dans cette ville et dans cette franchise. Au final, moi je te dis, Yanis, barre-toi. La saison prochaine, ça se trouve, tu iras en playoff, mais là, ça me semble quand même compliqué. Peut-être que le spot de playoff, il sera pour les Hornets, justement. Et là, les Bucks, enfin, je sais pas ce que tu en penses, mais quand je les vois jouer, ça fait mal aux yeux, quoi. Ouais, il me désespère, il me désespère cette équipe. On a cru qu'à un moment, ils allaient peut-être pouvoir enclencher une bonne dynamique au début de saison et puis là même là récemment, mais voilà, ils ont récupéré Cam Thomas. Le mec, on ne sait pas pourquoi, il a été coupé de Brooklyn et il vient jouer dans le Wisconsin, à Milwaukee, dans un environnement, bon, certes, je pense que il a été un peu intelligent. Il s'est dit blessure de Yanis, connaissant Cam Thomas, un des plus gros croqueurs de NBA, il s'est dit bah alors ça a été pour moi les clés du camion, mais au final, premier match, il a totalement flop. Donc voilà, à voir ce que ça donne, mais Milwaukee, la situation est catastrophique. Je suis totalement d'accord avec toi. En plus, Yanis, il trollait un peu sur les réseaux par rapport à son départ, voilà, par rapport à Shams Charania et tout. Et puis même, je crois qu'il a signé un contrat avec Kalshi. C'est ceux tu peux parier sur des événements totalement hors du sport, etc., sur des élections, sur des trades, etc. Donc un peu bizarre le fait qu'il ait ce partenariat à ce moment-là. Donc voilà, je pense que Yanis, là, ce joueur que j'aimais beaucoup, son attitude et tout à l'Euro l'année dernière, il m'avait fait kiffer. Et là, il est en train un peu de descendre dans mon estime par rapport à ce qu'il fait hors du terrain, même si sur le terrain, on sait, c'est un monstre. Donc voilà. Puis moi, j'aimerais revenir sur mon flop, sur des flops un peu comme ça à la volée. Dallas, moi je pensais que ça allait perf. Mais bon, Dallas, je mets Cooper Flag voilà, sur le côté. Et Dallas. Voilà, Dallas en tant qu'organisation. Les trades pour Anthony Davis, tu récupères du pain, des haricots et des lentilles. Voilà, c'est tout ce que tu récupères. Tu récupères pas des joueurs de basket. Voilà, c'est n'importe quoi ce qu'ils ont fait. Quand tu regardes ce qu'ils ont eu pour Luka Doncic, bah, t'as de quoi de vraiment, t'es un supporter des matchs. Je pense que les envies suicidaires peuvent arriver très rapidement. Désolé, mais c'est la réalité. J'en étais moi-même un et ils m'ont totalement déçu. Puis moi, j'ai les Lakers. Malgré le fait qu'ils soient sixième, cette équipe des Lakers, elle me fait rien du tout.
Genre, contre des grosses équipes de la conférence, des deux conférences, ils sont abominables. Vraiment, ils sont abominables. Ils gagnent contre les petites équipes, on peut pas leur enlever ça. Mais alors, contre les grosses équipes, mais c'est rideau. Bon, hier, exception, il n'y avait pas Austin, Luka et LeBron. Il y avait personne, quoi. Donc, c'est pour ça que Wemby s'est régalé. Et honnêtement, faut le faire, hein, de mettre 25 points en 8 minutes. Et puis, j'ai les Hawks. Cette équipe stagne. Je ne vois aucune progression depuis 3 ans, 3-4 ans chez les Hawks. Ils ont beau avoir un Jalen Johnson All-Star en pétard. Voilà, ils ont fait des trades quand même intéressants. Ils ont récupéré Kuminga. Mais voilà, je vois rien du tout. Je sais pas si tu partages mon avis sur ces petits flops. Mais moi, c'est clairement des équipes voilà, que je trouve. Voilà, c'est décevant. C'est décevant la trajectoire qu'ils prennent. Même si voilà, les Lakers, j'ai dit, sont 6e. Et les Hawks, ils sont quand même dans le play-in. Mais j'ai l'impression que le play-in, voilà, ils ont loué, ils ont même acheté un bail à plein temps. J'ai l'impression qu'ils vont rester. J'ai l'impression qu'ils sont dans le play-in dès le début de la saison. Même s'ils sont premiers de la conférence, je sais qu'ils sont dans le play-in en fait. Bah effectivement Elias, pour revenir sur tes flops, je suis complètement d'accord avec toi sur les Lakers. En fait, les Lakers, je pense que c'est une grosse imposture. Je te le dis très clairement. Ils sont sixième de la conférence, mais ils n'ont pas du tout le sixième meilleur basket. À la limite, offensif, on peut les mettre dans le top 3, d'accord. Défensif, c'est dans les pires équipes de NBA. Il n'y a rien qui va. Tu le disais, ça se trouve avec Austin, Luka ou LeBron, il en met pas 25. Mais bien sûr que si. Les mecs, ils n'ont aucun impact défensif, ces trois joueurs. Là, il y avait Ivica Zubac qui a été dispo à la trade deadline. Moi, à leur place, j'aurais foncé dessus pour avoir un vrai joueur à la place de DeAndre Ayton. DeAndre Ayton qui est. J'arrive toujours pas à comprendre comment il a été pris en première position. C'est délirant ce choix Ah, des d'accord, ouais. Suns. Et au final, là, les Lakers, en fait, s'il y a un exemple d'un projet qui marche mais qui va nulle part, c'est vraiment eux. C'est-à-dire que là, Luka, il doit être désespéré. Il sort des triples-doubles à 45 points, 12 rebonds, 10 passes. Et il y a des moments où il gagne même pas les matchs. Donc c'est désespérant. Il a des bons joueurs offensifs. Enfin, si on disait que Luka avait les clés du camion, il a des bons joueurs offensifs. On a Hachimura qui est très bon à 3 points dans le corner, mais au final, il nous manque un taulier défensif. Ils encaissent beaucoup trop de points. On sent qu'il y a très peu de victoires où ils font des blowouts. C'est souvent des matchs serrés où on a Austin Reeves qui est très bon dans le quatrième, où ils sont portés par Luka ou LeBron dans le Money Time. Donc au final, le GM des Lakers, il devrait réfléchir et à la free agency prendre des pivots, prendre des mecs qui savent défendre, peut-être des mecs de OKC, peut-être qu'il pourrait aller chercher un mec à la Luguensdort ou un joueur comme ça, un petit qui vient embêter les grands. Et au final, parce que sinon, je te le dis très clairement, les Lakers, ils vont jamais passer le stade de deuxième tour de playoff ou quelque chose comme ça. À la limite, ils pourraient gagner contre une vieille équipe à la Atlanta, mais jamais ils pourraient aller chercher Denver ou OKC à ce niveau-là. Et après, pour revenir sur ton flop d'Atlanta, c'est vrai que là, on pensait qu'avec le départ de Trey, ça allait ouvrir énormément de choses à Atlanta. Au final, ça n'a rien changé. Ils sont dans une inconstance. C'est depuis 3 ans, tout le temps inconstant. Une victoire, une défaite, c'est comme ça. Un jour sur deux, ça gagne. Un jour sur deux, on a Jalen Johnson qui te sort les matchs de sa vie. Et le jour d'après, il y a rien qui rentre pour lui. Même Zachary Rizaché, il trouve pas du tout sa place dans le collectif d'Atlanta. Je pense qu'à un moment, à la fin de son contrat de rookie, il faudrait peut-être qu'il parte parce que là, ça commence à être compliqué pour Zach. Je pense il est pas enfin, fait pour une équipe comme les Hawks. Et au final, là, moi je suis très content parce qu'on a le pic des Hawks l'année prochaine. Donc j'espère qu'ils perdent un maximum pour qu'on ait un haut pic. Mais au final, là, les Hawks, Trae Young ou pas, c'est exactement la même chose. En plus, ils n'ont pas récupéré grand-chose pour Trae Young. C'est un peu décevant la contrepartie. Je pensais qu'il valait un peu plus sur le marché. Je te mens pas. Et là, les Hawks, enfin, tu l'as dit, ils sont dans le play-in, mais en fait, le problème du play-in, c'est que même si tu sors du play-in, tu vas te taper un Détroit et tu vas te faire sweep au premier tour. Il n'y a aucune chance qu'ils aillent chercher Détroit ou New York ou Boston avec une équipe comme celle-ci. D'ailleurs, pour un dernier top avant de finir cette émission, Détroit, c'est vrai que c'est impressionnant. Ils sont dans la lignée de ce qu'ils ont fait la saison dernière avec un premier tour contre les Knicks où ils ont quand même montré de belles choses. Et là, Kate Cunningham, Jalen Duren en patron. On sent une vraie envie à Détroit. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu les Pistons à ce niveau-là. Et la première de conf,
deuxième de NBA, c'est vraiment fort pour les Pistons. Je sais pas si tu as un avis sur Détroit pour finir cette émission, Elias. Ah bah pour finir, ils ont une équipe hyper bien construite en fait. Ils ont vraiment une superstar avec son lieutenant, Jalen Duren, Kate Cunningham en superstar, Jalen Duren, et derrière ils ont des équipes qui travaillent pour eux autour. Voilà, ils ont un super shooter en Duncan Robinson, un très très bel ajout d'ailleurs, et on a Dennis Jenkins là qui sort un peu de sa boîte, qui a d'ailleurs signé son contrat. Ça y est, il était sur un contrat alternant. Donc là, ça y est, il a signé son contrat, il a fait quelques bonnes perfs. Non, c'est une équipe super bien construite. Et on voit que le projet avance avec Hauser Thompson également en patron défensif. Voilà, même si Kate Cunningham a des lacunes, comme tu l'as dit, voilà, si Doncic, je pense, avait les Pistons, si on échangeait Doncic et Cade, voilà, Doncic, à mon avis, il serait top 1 MVP, il n'y aurait même pas eu de débat, parce que il y a une équipe hyper défensive, hyper, en fait, ils ont une identité. Voilà, Détroit, c'était les Bad Boys dans les années 2000, au début des années 2000, et là, on a un peu revu ça contre les Hornets, même si bon. Ouais, il y a des trucs un peu discutables, mais voilà, ils ont vraiment une vraie identité et elle est super belle à voir jouer cette équipe. Elle m'avait régalé contre New York. Je pense que c'était une de mes séries de playoffs préférées l'année dernière. Mais j'avais les popcorn à tous les matchs. C'était intense, il y avait de l'intensité. Voilà, il y avait du jeu, en fait, il y a tout ce que j'aime dans le basket. Donc, une super équipe de Détroit. Tu as raison de le mentionner dans tes tops. Pour finir là-dessus, Détroit, bravo. Quelle saison ils font. Détroit. Donc voilà, c'était un peu le bilan NBA avec Arthur. Ouais, je te laisse le mot de la fin, Arthur, si tu veux conclure. Bah écoute, Aller Elias, je sur. suis sur mon téléphone parce que on a les Français qui viennent de terminer leur prestation Hmm. au patinage artistique. On a les Américains qui ont fait qui ont eu la meilleure note de leur carrière. Et là, du coup, je suis en train de regarder la notation. On espère une médaille d'or pour les Français. Et bah, évidemment, on vous tiendra au courant dans le prochain podcast. Et Bah bah ouais. voilà, bah merci Elias pour cette émission. Et on se retrouve semaine Bah, prochaine merci à toi. pour un débrief. La première ligue où la City s'est encore imposée 3-0. J'espère que t'es content. On espère une belle course au titre. On espère.